Bonsoir à tous, je suis le docteur Stivales Kungen, urologue et andrologue, et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler des troubles érectiles et de la santé masculine grâce à l'Association française d'urologie. Je vais tout de suite inviter Charles Enco à nous rejoindre et nous allons pouvoir échanger ensemble pendant la soirée. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Gilbert, bienvenue. Bon, ben merci de vous joindre à nous pour ce Eh live ce soir oui. sur tout ce qui se passe sous la ceinture. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder tout ce qui se passe sur la ceinture, mais Je on pense va pas. aborder l'essentiel. Exactement. Bon, mais écoute, donc, évidemment, ravi d'être là et bonsoir à toutes les personnes qui regardent ou qui le trouvent. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent les lives. Oui, c'est vrai. Euh, Écoute, est-ce que ça te dit pour commencer de nous donner, toi, une idée sur les derniers chiffres dont on dispose sur la prévalence, c'est-à-dire la fréquence des problèmes sexuels masculins de façon générale, et plus précisément les problèmes d'érection? Alors, bah, les problèmes sexuels masculins en général, comme tu l'as dit, ils sont quand même très vastes. Et c'est vrai qu'ils sont pas tous aussi bien répertoriés que les troubles de l'érection. Parce que il y a plein de symptômes sexuels qu'on peut expérimenter en tant qu'homme. Et c'est vrai que celui finalement qu'on peut étudier le plus facilement en termes de fréquence, c'est les troubles de l'érection. Et c'est Hmm. souvent par là qu'on rentre dans une consultation justement de problèmes sexuels aussi. Et ce qu'il faut savoir déjà, un point très important, c'est que les problèmes d'érection ne touchent pas que les hommes âgés ou très âgés. Les problèmes d'érection, ça peut toucher les hommes jeunes. Hmm. Euh, et ça, c'est un chiffre qu'on connaît, puisque il y a au moins 10%, voire plus de 10% des hommes de moins de 40 ans qui vont développer un trouble de l'érection ou en tout cas euh, témoigner d'un trouble de l'érection. Et après, c'est C'est vrai vrai, que plus c'est l'âge augmente, comment? c'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'entendre ou de supposer que les problèmes d'érection, ça concerne surtout les personnes de plus de 50, 60 ans. Mais en pratique, c'est pas vrai en fait. Ça peut toucher à n'importe quelle tranche d'âge, hein. Ah oui, tout à fait. Donc vraiment, il faut pas se dire bah non, je suis trop jeune, ça peut pas m'arriver. Ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver à des gens qui ont aucun problème de santé Ouais. particulier, ça peut arriver un peu à n'importe quel moment de la vie et surtout, faut pas se dire non, je suis trop jeune, c'est pas normal, je vais pas aller consulter pour ça, ça va passer. Vraiment, ça, voilà, Et dès le plus jeune âge, ça peut arriver. si tu devais donner des chiffres comme ça, tu dirais que, euh, allez, si on prend des tranches, tu dirais que ça concerne combien de pourcents d'hommes, hein, ces troubles de l'érection? Allez, on va dire entre 20, 30 ans, 30, 50 ans, au-dessus de 50 ans, comme tu veux. Euh, alors sur donc les moins de 40 ans, c'est vrai que ça, dans les études, comme je disais, on est à environ 10%. Enfin, les chiffres peuvent être au-dessus parfois, mais honnêtement, on est plutôt voilà aux alentours de 10%. Et puis, plus on va se décaler dans le temps, et plus la fréquence peut augmenter. Chez les 50-59 ans, par exemple, enfin les 50-60 si on simplifie, on va passer déjà à plutôt 40%. Ouais. Et chez les 70-80, bah là, on peut arriver dans certaines études jusqu'à 80%. Est-ce Donc ça a que, tendance à augmenter. est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que c'est vrai qu'on a appris que c'est en fonction de l'âge, mais moi j'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas tellement l'âge en fait qui va jouer, c'est plutôt l'état de forme général dans lequel on est avec l'âge. Et que quelqu'un, par exemple, pardon, qui a 60 ans, qui prend soin de lui-même, qui n'a pas de maladie particulière, qui fait attention à lui, aura moins de risques d'avoir des problèmes d'érection ou sexuels en général qu'une personne de 40-45 ans, mais qui a accumulé des problèmes. Bon, on va parler après des causes, Mm. mais tu es d'accord avec ça aussi que l'histoire de l'âge, c'est un des indicateurs, mais
c'est pas une fatalité, c'est l'âge, donc on va avoir des problèmes, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'appuie plus sur l'âge pour dire que ça touche pas que les gens âgés, ça peut toucher Oui, les gens jeunes, plus dans ce sens-là. Après, l'âge, c'est vraiment, voilà, c'est sûr que si on est en pleine santé, qu'on fait du sport, qu'on n'a pas de problème de santé particulier, l'âge, finalement, ça représente pas grand-chose. Donc, c'est sûr qu'il faut pas prendre juste l'âge en considération et tout un tas d'autres facteurs, effectivement. c'est ça. Et Je suis d'accord. puisqu'on parlait des jeunes, c'est vrai que les chiffres dans les études disent 10-12% à peu près chez les jeunes, mais pour parler de notre expérience, des enquêtes qu'on a pu faire nous de notre côté, on se rend compte qu'il y a pratiquement un jeune homme sur trois. Quand je dis jeune homme, moins de 30 ans, allez, je vais dire c'est jeune Mm. homme, moins de 30 ans. Oui, oui, c'est Voilà, bien. je peux le dire. Et un sur trois, voire un sur deux dit, j'ai déjà rencontré au moins euh, à un moment ou un autre une difficulté. Alors heureusement, beaucoup c'était transitoire, mais une panne, un début de relation, etc. Donc c'est vrai que faut considérer donc que ça peut toucher à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Il n'y a pas il n'y a pas une sorte de prédiction en disant bah ok dans quelques mois je vais avoir un problème d'érection. Non, quand ça arrive en général ça nous tombe dessus sans s'en rendre compte, Ouais, quoi. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine définition de la dysfonction Oui. Ah, érectile en si tant tu que peux telle. la rappeler, s'il te plaît, oui. Oui, la dysfonction érectile, en fait, c'est une incapacité ou une difficulté à avoir des érections suffisamment importantes pour avoir un rapport sexuel satisfaisant. Et en fait, il y a quand même une notion de durée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une dysfonction érectile quand ça fait au moins 6 mois finalement que ça évolue. Donc c'est vrai que la panne sexuelle, si ça arrive une fois ponctuellement, on n'appellera pas ça de la dysfonction C'est ça. érectile. Mais par contre, ça peut quand même inquiéter suffisamment pour aller consulter. Et au contraire, enfin, voilà, faut pas hésiter à aller consulter si Ouais. ça devient quelque chose C'est de d'anxiogène. et c'est exactement ça. C'est vrai que dans nos définitions médicales, d'ailleurs, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent ont fait attention, il n'y avait pas de chiffre dans la définition. C'est pas une Mm. érection qui dure plus de 3 minutes ou 5 minutes ou qui est dure à 80%, ou je ne sais quoi. C'est voilà, un affaiblissement global, on va le dire comme ça. Et c'est vrai qu'on dit que il faut que ça existe depuis au moins, allez, 4, 5, 6 mois avant de dire que c'est une dysfonction érectile. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi je viens de commencer une relation, ça fait 3, 4 semaines, 6 semaines que je suis embêté avec ça. Et ça s'entend que chez ces personnes-là, on ne va pas dire, bah non, il faut attendre 6 mois pour voir si c'est vraiment Non, une bien sûr. dysfonction. Mais voilà, ça donne une explication aussi pourquoi les chiffres peuvent varier aussi d'une étude à une autre. Il y a des personnes, par exemple, des fois qui nous demandent, mais pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord sur les chiffres? Mm. Parce qu'il y a toutes ces Je peux pas. subtilités-là Voilà. qui rentrent en jeu. Ok. Et si tu devais, toi, en tant qu'urologue, lister ou dire les principales causes de troubles de l'érection que tu observes ou qui sont connues, ça serait quoi les plus importantes que tu donnerais? Alors il y a différents types de causes. Il y a les maladies que les personnes peuvent présenter. Donc c'est vrai qu'une des maladies les plus fréquemment associées aux problèmes d'érection et sexuelle, c'est quand même le diabète. Donc le taux anormal de sucre dans le sang. Mhm. Euh, le, Ce qui est souvent associé aussi à cette maladie, c'est le surpoids ou l'obésité, qui est aussi pourvoyeur de problèmes d'érection. Et puis les maladies cardiaques et vasculaires et des vaisseaux qui, du coup, effectivement, vont empêcher une érection de bonne qualité. Disons que ça, ce sont les maladies finalement les plus fréquentes ou les situations les plus fréquentes Et Je enfin, qu'on vais, va rechercher. je vais te charrier un Dis-moi. peu. Je suis surpris que pour une urologue, tu ne mettes pas les maladies urologiques dedans. Alors, non, justement, comment dire? Les Je maladies pensais urologiques, à en fait, l'hypertrophie de la prostate et voilà, c'est pour ça. ouais, en fait, l'hypertrophie de la prostate, elle n'est pas directement la cause des C'est ça. problèmes sexuels. Elle est souvent associée et les Associé. deux évoluent en même temps. Mais effectivement, il y a une association très forte entre l'hypertrophie de la prostate et les problèmes d'érection. Ça, c'est vrai. Ah, Je l'avoue, hein, en tant qu'urologue, ouais, ouais, ouais. effectivement. Je te Et dis il y ça a une parce autre qu'il y chose. a,
C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et même leurs partenaires qui, dès que le médecin dit ah, il y a une anomalie à la prostate, immédiatement dans la tête, on Ouais. associe ça au fait qu'on va avoir des problèmes sexuels. C'est pour ça que je te demande de faire le point, si tu veux bien, sur mais quels sont les problèmes de prostate qui vont provoquer ou non des troubles d'érection, par exemple. Alors, l'hypertrophie bénigne de prostate, c'est-à-dire l'augmentation de la taille de la prostate au cours de la vie d'un homme, elle va entraîner des problèmes pour bien vider sa vessie, pour bien faire pipi. Et alors, elle va pas déclencher systématiquement des problèmes d'érection, mais elle est souvent associée effectivement à une évolution en parallèle de troubles érectiles, mais qui sont pas forcément très importants et c'est pas forcément systématique. Et il y a Est-ce un des commentaires, pardon Nadia, il y a un Oui, commentaire qui vient d'être mis qui nous dit et parfois, c'est les traitements, en fait, tout à fait. de la prostate, de l'hypertrophie qui peuvent provoquer des difficultés. Ouais. C'est Ou ça. Il y a des traitements effectivement qui peuvent bloquer l'éjaculation, bloquer la sortie du sperme pendant les rapports. Alors ça touche pas l'érection, mais mine de rien quand même c'est perturbant ça pour un gêne. rapport Ouais. sexuel, donc ça peut impacter sur l'érection en même temps. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est important, nous en tant qu'urologue, de demander quelle est l'importance de l'éjaculation pour les personnes qui ont une hypertrophie de la prostate, parce qu'il y a certains traitements qui seront moins dérangeants que d'autres par rapport à ça. Parfait, merci. Voilà. Je t'ai coupé dans ta lancée de dire quelles sont les Non, causes. Vas-y, vas-y. c'est important de préciser. Après, nous, il y a une autre cause urologique, bien sûr, qu'on va aller rechercher, c'est le déficit en testostérone. Les déficits hormonaux, alors, nous les femmes, on a la ménopause. Et la ménopause, elle arrive, quoi qu'il arrive, à un moment donné chez la femme. Chez l'homme, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il n'y a pas une andropause systématique chez l'homme à partir d'un certain âge, mais au fur et à mesure de l'avancée dans les années, il y a une possibilité de développer un déficit en testostérone lié à l'âge justement. Mais la fréquence, elle est beaucoup plus faible chez les hommes, c'est-à-dire que à 80 ans, il y a 25% des hommes qui vont avoir un déficit en testostérone. Et à l'inverse, sur certaines maladies spécifiques, on peut avoir un déficit en testostérone aussi très jeune. Oui, Et le premier signe qui nous dit que ça peut être la testostérone le problème, c'est la disparition de la libido. c'est ça, C'est-à-dire c'est de dire, l'intérêt pour la sexualité qui change. Et c'est ça. je suis content que tu le dises parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui consultent en disant j'ai un problème d'érection, il me faut un dosage de la testostérone. Non, c'est d'autres symptômes, c'est toute une liste de symptômes d'ailleurs, Tout à fait. c'est pas que l'érection. Mais c'est vrai que le vrai symptôme de déficit en testostérone, c'est plutôt une sorte de manque d'intérêt pour la sexualité, un Tout à manque fait. d'élan pour la sexualité et l'érection vient un peu en parallèle à ça. Ouais. Et C'est ça. je profite aussi parce que je suis sûr que tu vois aussi beaucoup comme moi, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce sujet et qui malheureusement, dès qu'ils ont une petite fatigue ou parfois pour la musculation, ou parfois pour autre raison que médicale, se disent, bon, la testostérone, c'est l'hormone qui donne de l'énergie, c'est l'hormone qui fait qu'on va aller bien, et malheureusement prennent des traitements hormonaux d'eux-mêmes ou des prescriptions qui ne sont pas forcément adaptées, avec cette impression que ça va, c'est pas grave, c'est une hormone naturelle qu'on a dans notre corps. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, quels sont les risques de prendre ces traitements-là? Parce que j'en vois de Ouais. plus en plus de personnes qui en prennent sans avis médical. Ouais. En fait, la testostérone, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas agir uniquement sur la sexualité ou la prise de masse musculaire. C'est la testostérone, les femmes aussi en ont, beaucoup moins, mais elles en ont aussi, et ça va avoir un effet sur plein de choses, sur le sommeil, sur la concentration, sur l'humeur, sur la force musculaire, sur aussi le cœur et les vaisseaux. Donc la testostérone, ça agit sur plein de choses. Et oui, c'est bien de prendre de la testostérone sur prescription s'il y a une raison médicale et s'il y a un déficit en testostérone. Là, Mais c'est par contre, sûr. Là, on là, sait que c'est fiable. c'est Les fiable, c'est risques sont encadré. maîtrisés. Les bénéfices sont bien connus. Voilà, quand c'est dans le cadre de Voilà. la prescription. Mais prendre de la testostérone, si en fait on en a déjà dans son corps normalement,
il y a aucun intérêt à en prendre plus pour la partie sexuelle, et pour la partie musculaire, c'est associé à des gros risques, puisqu'en fait, ça va booster le cœur, ça va booster plein d'autres éléments dans le corps qui peut mettre en danger la personne qui prend beaucoup de testostérone. C'est ça. Et en plus, la conséquence aussi qu'on connaît pas forcément quand on fait ça plutôt pour la musculation, c'est que ça peut avoir un effet à long terme sur sa capacité plus tard à avoir des enfants. Exact. Et Ça voilà. bloque, Donc, ça bloque ça la bloque. fabrication de spermatozoïdes. C'est même une des voies de recherche pour la contraception masculine, c'est Tout à fait. la testostérone. Effectivement. Tiens, tu as dit un terme, je vais le préciser parce que malheureusement, certaines personnes l'entendent à l'envers. Quand on dit ça va aussi développer le muscle du cœur. Et là, il y a des personnes qui disent et alors, tant mieux, ça développe des muscles. C'est un des rares muscles qu'il ne faut pas développer. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie, en fait, des muscles du cœur. Quand les muscles du cœur sont épaissis, en fait, ils travaillent moins bien. Donc, on peut développer à ce moment-là des maladies cardiaques. D'ailleurs, c'est le principal risque du traitement de la testostérone, de le prendre, c'est plutôt les maladies cardiaques. Et pour les personnes qui sont tentées d'en prendre, pas pour des raisons sexuelles, pour la musculation ou autre, un petit rappel, quand vous prenez de la testostérone, oui, le muscle peut se développer de façon plus importante, une hypertrophie musculaire. Oui, tout à fait. Mais attention à une chose, les articulations ne vont pas suivre. Et donc, on peut abîmer nos articulations parce qu'on va avoir un muscle qui n'est pas adapté au reste des articulations. Donc, on ne s'amuse pas avec ces traitements comme ça, sans l'avis médical et sans savoir ce qu'on est en train de faire. Exactement. Faut faire attention avec ça. Ok. Et alors, Gilbert, du coup, là, on a parlé des causes médicales que nous, on va rechercher en consultation, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on se Oui, renseigne quand quelqu'un vient nous voir pour des problèmes sexuels. c'est vrai que dans les troubles de l'érection et en général dans les troubles sexuels masculins, il y a presque toujours une part psychologique qui peut être plus ou moins importante. Mhm. Euh, et parfois, c'est la principale cause. Et souvent, il y a un mélange des deux. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui consultent et qui disent, est-ce que mon problème est d'origine physique ou d'origine psychologique? Je vais expliquer le truc et les personnes qui nous regardent, vous allez voir que c'est pas forcément un distinguo qu'il y a à faire. Par exemple, quelqu'un qui a 45 ans, qui a pris un peu de poids, qui ne fait plus trop de sport parce qu'il n'a plus trop le temps par rapport à avant, qui ne dort pas très bien, etc. Et qui vient de vivre une rupture amoureuse. Il n'est pas très bien par rapport au fait qu'il vient de se séparer. Il vient de rencontrer une nouvelle personne. Il n'est pas très en confiance parce qu'il sort d'un problème relationnel, etc. Chez cette personne, on va dire quoi? Le problème est psychologique ou physique? Et en fait, c'est l'accumulation de tout. S'il n'y avait pas tel détail, il n'y aurait pas eu le problème. Donc ça, c'est une des causes qu'on retrouve le plus, c'est que il y a plusieurs petites causes et aucune n'aurait donné à elle seule de problème d'érection. Le fait de ne pas faire de sport tout seul n'aurait pas donné. Le fait d'être mal dans sa tête tout seul n'aurait pas donné. Le fait de mal dormir aussi. Le fait de beaucoup travailler. Le fait d'avoir tout ça en même temps, ben, c'est ce qui fait que ça se dégrade. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une occasion en or, le fait d'avoir des consultations pour des troubles sexuels. En général, ça fait prendre conscience que, ouh, attention, c'est pas de mon sexe que je dois m'occuper, c'est de moi. Il faut que Exactement. je me reprenne en main. Ça part un peu dans tous les sens et c'est une occasion de reprendre soin de ma santé. Et puis il y a une part qui est souvent psychologique forte. Euh, une des causes, et j'ai vu un message passer, je suis totalement d'accord, l'anxiété, c'est une des principales causes, chez les jeunes en particulier, ce qu'on appelle, nous, l'anxiété de performance. C'est-à-dire, il faut que je sois à la hauteur, il faut que j'assure, comme on dit. Il ne faut pas que la personne avec qui je suis soit déçue, etc. Et ça va arriver surtout à certains types de personnalités. Par exemple, les personnes qui ont tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter tout le temps, comme si leur cerveau était rarement au repos. Pour une raison simple, c'est que notre cerveau, il ne sait pas être excité et en même temps cogiter. Je donne un exemple. Les personnes qui nous regardent maintenant, essayez de continuer à nous écouter et en même temps, vous réfléchissez si vous avez bien fermé toutes les portes, les fenêtres de votre logement. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Il faut choisir. Voilà. Ou
Vous êtes en train de manger et vous passez le repas à dire attention, il ne faut pas que je me salisse, je suis habillé en blanc, il ne faut pas que je me tâche, j'ai un rendez-vous important après. Vous n'allez pas apprécier le repas de la même façon. Ben, de la même façon, on ne peut pas être excité et en même temps se poser des questions. Et à la fin, notre cerveau, il finit par dire bon, ben, on arrête l'excitation. Et sans l'excitation, on n'a pas l'érection. Il y a un autre type de personnes, de personnalité chez qui ça arrive, c'est les personnes qui veulent toujours bien faire, font attention aux détails. Si c'est pas parfait, ça les dérange, ça les gêne. Or, la sexualité, croyez-moi, ce n'est jamais parfait. Il y a toujours un petit truc qu'on n'a pas prévu, il y a toujours quelque chose d'inattendu, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme on aurait aimé ou comme c'est rare que ça soit complètement parfait. Et donc voilà, les personnalités qui se mettent la pression, qui cogitent ou qui ont manque de confiance en eux, etc., que ce soit jeune ou moins jeune, c'est une des causes les plus fréquentes. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le traitement, d'ailleurs, la cause peut être au départ physique, comme tu disais tout à l'heure, un problème de santé, un problème de diabète, maladie cardiaque, et donc la cause est physique, vraiment. Mais la personne peut perdre confiance en elle-même. Et donc même en réglant le problème physique, ben, le problème peut rester. Là, on dit, ah, on a réglé la problématique physique, mais la problématique psychologique, elle a pris le dessus. C'est pour ça que des fois, les patients doivent être pris en charge de façon plus ou moins différente d'un cas à un autre, puisqu'il y a tous ces détails à prendre en compte. Et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure, on en a parlé rapidement. Il y a tout ce qu'on appelle mode de vie, ou bon, je sais que nos médecins ont dit hygiène de vie. Ça, tu es d'accord qu'il y a des preuves que ça marche. C'est-à-dire le fait de reprendre soin de nous, oui, il y a un effet. C'est les 4 piliers du mode de vie, si les personnes se demandent, c'est un bon sommeil. Je vous rappelle que c'est pendant les phases de sommeil profond, paradoxal, qu'on a les érections de la nuit et du matin. Donc, voilà, c'est quand même une phase importante. Le sommeil, l'alimentation. Et si vous voulez vous demander, mais quelle alimentation? Équilibrée. Les études montrent que l'alimentation type méditerranéenne, c'est-à-dire équilibrée en fait, suffit. Sport, activité physique, tu en as parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui joue un rôle aussi très important. Et les moments de détente dans la vie de tous les jours. Les études nous montrent que sur des hommes qui ont des problèmes d'érection, qui prennent des médicaments, et là je vais te poser les questions sur les médicaments après, parmi les hommes qui ont des problèmes d'érection et qui prennent des médicaments, si ces hommes ont été aidés pour reprendre soin d'eux-mêmes de façon générale, il y a un tiers qui n'aurait plus besoin des médicaments. Donc on sait qu'il y a à peu près un tiers des troubles de l'érection qui peuvent s'améliorer juste en remangeant correctement, dormant correctement, faisant du sport, en prenant des moments de tranquillité, etc. Et sinon, il y a les traitements. Exactement, tout à fait. Tu peux nous faire une petite mise au point là-dessus? Alors, les traitements, alors bon, on revient pas sur tout ce qui est hygiène de vie, mais effectivement, on va faire attention que toutes les maladies connues sont bien traitées. On va faire attention à tout ce qui est l'hygiène de vie. On va essayer d'arrêter le tabac, on va essayer de contrôler une consommation d'alcool un peu trop excessive. On va essayer de contrôler toutes ces choses-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, quand il n'y a aucune cause médicale, on va parfois quand même être amené à donner un traitement médicamenteux pour justement sortir de ce cercle vicieux de la performance dont tu parlais, juste pour pouvoir en sortir. Parce que parfois, c'est difficile quand on est dedans, dans le circuit de je vais pas y arriver, donc je n'y arrive pas. Donc, ça crée de la tension dans mon couple. Et donc, en fait, derrière, je redoute le rapport sexuel. Des fois, donner un médicament pour aider ponctuellement, ça permet de sortir de cette situation sans même avoir forcément de problème médical. Nadia, je vois une question. Il y a une personne, ah mince, c'est passé, c'est une sexothérapeute visiblement qui nous regarde. Et pour aller dans ton sens, je trouve que le fait d'avoir un traitement peut parfois faciliter le travail psychologique, parce que l'énergie et la concentration de la personne n'est plus mise sur le fait de réussir l'acte, mais sur vraiment travailler le fond. Et c'est vraiment une synergie entre le psychologique ou non. Et pour répondre à la question qui vient de passer, si on veut savoir si la cause est médicale ou non, s'il y a un problème médical à soigner, le patient, il peut voir son médecin traitant. Si le médecin traitant, lui, souhaite l'orienter vers un spécialiste, il peut l'orienter vers un spécialiste. Si le patient souhaite voir directement spécialiste, c'est possible aussi.
Normalement, les médecins généralistes sont capables de dire, bon, ben, on va faire des explorations, ou non, dans votre cas, je pense qu'il n'y a pas de cause. Et en cas de doute, on voit des spécialistes, effectivement. Oui, j'ai vu passer la question. En fait, il y a différents modes de consultation. Ça peut être le sexologue d'abord, ça peut être le médecin généraliste d'abord, ça peut être parfois la gynécologue pour les femmes Oui, qui posent une question pour en fait son homme. Donc en fait, ça peut être vraiment plein de situations et en fait, on est plusieurs médecins ou praticiens à pouvoir répondre à la question. Et puis après, si ça dépasse notre capacité à nous en tant que spécialistes, on s'associe avec un ou deux autres spécialistes complémentaires. Moi, je travaille beaucoup avec les sexologues, je travaille aussi avec les médecins généralistes, je travaille parce que en réalité, ce sera jamais l'urologue tout seul, ce sera toujours un réseau de médecins qui apportera le traitement adapté. parce que, comme on disait, c'est pour préciser, pour que les personnes qui nous regardent se disent, mais pourquoi? Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est rare que le problème sexuel soit juste un problème de sexe. Ouais. Le problème sexuel révèle quelque chose. Par exemple, si ça révèle plutôt un problème de, tiens, un diabète qui n'était pas connu et qu'on a découvert, ben, on va soigner le problème sexuel et en même temps, on va orienter pour le côté diabète. Si ça va révéler un problème dans le couple, une mésentente. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes, on le dit peu, mais il y a beaucoup d'hommes qui disent, mais moi, pour que ça se passe bien sexuellement, j'ai besoin de communication, de connexion. On a l'impression que c'est un truc de femme et qu'il n'y a que les femmes qui disent j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de complicité. Il y a beaucoup d'hommes qui disent mais moi j'ai besoin de cette relation d'intimité, d'affective, etc. en dehors du sexe pour que ça se passe bien sexuellement. Bref. Et donc on peut mettre un traitement en route et en même temps demander à un thérapeute de couple de travailler ce qui associer le tout. Ouais. Et surtout, faut pas se dire ah bah non, ce spécialiste il pourra pas répondre à ma question. Les gens osent pas parler de leur sexualité en consultation et ça, moi je le comprends tout à fait. Et nous, en tant que médecins, on va pas toujours penser ou oser poser la question. Donc en fait, même si on pense que c'est peut-être pas le bon médecin, faut pas hésiter à poser la question et lui, il vous dira si c'est son domaine ou Au si il pire, il faut vous aller voir. oriente. Ouais. Voilà, Au pire, exactement. Mais il faut vraiment pas hésiter à poser la question parce qu'en fait, on trouvera toujours un moyen de d'aiguiller et de dire quel spécialiste il faut aller voir. et si vous êtes comme gêné avec tel ou tel médecin, par exemple, il y a des personnes qui disent, moi c'est mon médecin de famille, il connaît toute la famille, je me sens pas trop à l'aise de lui en parler. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils disent, comme c'est mon médecin de famille, je suis en confiance, je vais lui en parler. Donc c'est comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation, vous en parlez à un médecin. Si vous préférez que ça soit quelque chose qui reste entre guillemets un peu intime pour vous et que vous consultez directement un spécialiste, il n'y a aucun problème non plus. Si vous passez par votre médecin, aucun problème. Le plus important, c'est de ne pas rester seul à vous dépatouiller avec ça tout seul et que vous allez chercher sur Internet des solutions miracles et que vous perdez votre temps et votre argent avec des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, Gilbert, je rebondis parce que effectivement, faut faire très attention à tous ces médicaments qui sont en vente libre sur Internet. Parfois, c'est simplement des compléments alimentaires et ça peut effectivement booster un petit peu soit la libido, soit les érections. Mais parfois, on connaît pas bien la composition, on ne sait pas exactement d'où ça vient et il vaut mieux quand même consulter un spécialiste pour savoir si tel ou tel produit qu'on a trouvé sur Internet est vraiment bon ou pas pour sa santé. Et je vais aller plus loin. Et même si vous achetez un truc de vous-même sur Internet et que ça marche, vous allez en faire quoi? Comment vous savez ce qu'il faut faire par la suite? Changer la dose, arrêter, continuer? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question sur est-ce que il y a la grande crainte, c'est je vais devenir dépendant du Ah médicament, oui. surtout s'il n'y avait pas. Je vais te laisser après dire quels sont les médicaments, mais je vais donner tout de suite l'information sur ça. Les traitements à visée érectile ont un effet de relance même, c'est-à-dire mécaniquement, on sait qu'ils peuvent améliorer le fonctionnement. Il n'y a pas d'accoutumance de perte d'efficacité dans le temps, il n'y a pas de dépendance, on peut les prendre, les arrêter, les reprendre. Par contre, quand quelqu'un dit à chaque fois que j'arrête le traitement, le problème d'érection recommence. Ça, c'est pas une dépendance, ça veut dire que la cause n'est pas réglée. C'est comme si vous me dites, bah, à chaque fois que j'arrête ma béquille et que je marche, j'ai mal à la cheville, je suis devenu dépendant de ma béquille. Non,
le problème de la cheville n'est pas encore réglé, qu'il soit psychologique ou physique. Donc c'est ça l'explication pour les personnes qui disent à chaque fois que j'arrête, le problème recommence. C'est que soit il y a une cause physique qui est présente et qui nécessite de prendre le traitement de façon prolongée, soit le travail psychologique n'a pas encore été fait. Et donc c'est logique, quand on arrête le traitement, la même cause redonne le même problème. Voilà, c'était la petite remarque. Je te laisse nous dire les traitements, les fameux traitements Les fameux. qui ont révolutionné le monde de la médecine sexuelle. Oui. Alors bon, la petite pilule bleue, le Viagra, tout le monde le connaît. Maintenant il y a d'autres générations qui se sont développées depuis. C'est effectivement les comprimés, les traitements par comprimés, c'est quand même les médicaments qui sont les plus faciles à prendre parce que c'est assez discret. C'est un comprimé qu'on prend 30 minutes, 1 heure avant ses rapports sexuels et c'est des médicaments qui vont permettre de obtenir une érection plus importante et qui va durer plus longtemps. C'est des médicaments qui ne vont pas. Oui, Pardon. dis-moi. C'est des médicaments qui donnent des érections que quand on est en situation. Parce qu'il y a des personnes qui disent C'est ah ce que donc je j'allais le prends dire, et je ouais. vais être en érection, voilà. Non, c'est important de préciser, Gilbert, c'est effectivement une très bonne remarque et c'est quelque chose qu'il faut qu'on dit à chaque fois. Ce n'est pas un déclencheur de l'érection, c'est un facilitateur de l'érection. Donc si au final on prend le comprimé mais qu'on n'a pas de rapport sexuel, on ne se retrouve pas en érection. Il faut une stimulation pour que l'érection soit plus importante et ça c'est effectivement très important. Donc on n'attend pas l'érection pour y aller, on y va pour avoir l'érection. Exactement. Voilà. Alors après, est-ce qu'on a le droit de prendre ce type de comprimé? Est-ce que ça risque de déclencher des crises cardiaques ou des problèmes cardiaques? Parce que ça, c'est une question importante. La grande crainte. Exactement. Si on n'a pas de maladie cardiaque, si on n'a pas d'antécédents particuliers, il n'y a pas de danger à prendre ce type de médicament. Par contre, toujours prescrit par un médecin, bien sûr. On va pas essayer la pilule du voisin sans avoir eu l'aval de son médecin, justement pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Mais ce n'est pas dangereux pour le cœur, hormis certaines situations que le médecin dépiste en consultation. Et si on est contre-indiqué, on utilise un autre traitement. Donc après, qu'est-ce qu'on va utiliser comme autre traitement? Quand les comprimés fonctionnent pas ou que les comprimés ne sont pas utilisables, voilà, exactement, on a des traitements locaux. Alors des traitements locaux qui sont soit un gel qu'on va mettre au niveau du gland en regard de l'orifice par où on fait pipi, ou alors qu'on peut même utiliser en injection sur le côté du pénis. Ça peut faire peur. C'est des injections qui ne sont pas douloureuses et qui sont pas dangereuses puisqu'elles ont un effet uniquement local, vraiment sur l'érection. Et les injections, contrairement aux autres médicaments, elles déclenchent vraiment une érection et on apprend en consultation à les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à la maison à se faire les piqûres, c'est un médecin qui explique la première fois comment on utilise le produit et ensuite derrière on le fait avant les rapports sexuels à la maison. Et imaginons que l'effet n'est pas encore top ou la personne n'a pas supporté les injections, il y a encore d'autres alternatives. Oui, tout à fait. Alors on peut aussi associer les médicaments. Si on voit que l'un et l'autre sont efficaces mais pas assez, on peut les associer ensemble. Il y a aussi un autre traitement dont on parle un peu moins, qui n'est pas un médicament à proprement parler, qui est le vacuum. Ça, c'est la pompe d'érection. C'est en fait un cylindre qu'on va mettre autour du pénis et en aspirant l'air autour du pénis, on va faire le vide et on va faire venir en fait le sang dans le pénis pour déclencher une érection. Alors, c'est pas très glamour, n'empêche que c'est un dispositif qui existe dans les sex shops et qui peut être utilisé à titre récréatif. Donc, et ça fonctionne très bien. C'est connu pour les personnes, si vous l'avez déjà croisé, même sur Internet, on en vend même en ligne, c'est connu sous le nom de développeur. Voilà, nous, on utilise le mot vacuum ou pompe médicale. Ouais. Voilà, c'est connu sous le nom de développeur. Et il y a aussi l'élastique, l'anneau, qui, lui, ne donne pas, n'aide pas à avoir l'érection, par contre, empêche l'érection de partir. Donc, quelqu'un qui dit j'arrive à avoir une érection qui dure 1 minute, mais après elle repart. C'est vrai que l'utilisation d'un anneau élastique à la base. Par contre, ne le faites pas fabriquer maison. Hein.
Non, voilà, on utilise des anneaux fiables. Il faut que l'anneau ne coupe pas la peau et qu'il soit surtout facile à retirer. c'est Parce ça. que s'il est enfoncé qu'on n'arrive pas à le retirer, c'est une urgence. Et là, c'est direction Nadia ou L'urologue. les collègues urologues parce qu'il faut l'enlever en urgence. Voilà. Voilà, on évite les anneaux métalliques C'est ça. parce que justement le risque de ne pas pouvoir les enlever. Et en plus, ça a aussi un avantage parfois sur d'avoir un effet un peu de retarder l'éjaculation, ces anneaux. Et pour les gens qui ont une éjaculation un peu rapide et qui veulent pouvoir quand même satisfaire leur partenaire, le fait d'avoir l'anneau, ça permet de tenir l'érection encore un petit peu plus longtemps après l'apparition de l'éjaculation. Et donc, ça peut aider aussi sur ce plan-là. Et c'est une petite astuce que je donne en plus. Il y a maintenant des centaines de marques d'anneaux péniens. Si vous voulez les trucs les plus sympas, choisissez déjà un que vous aimez bien, parce que c'est quand même pour faire l'amour, donc s'il vous déplaît physiquement, Oui, c'est dommage. c'est Il y en compliqué. a, et il y en a qui sont réglables, c'est-à-dire on peut les serrer, les Oui, desserrer, comme ça s'adapte au diamètre. Il y en a même maintenant qui sont vibrants. La exactement. vibration, voilà, la vibration va augmenter même la sensation chez l'homme et donc stimuler un peu la circulation sanguine et ça augmente la sensation chez le partenaire, ce qui va augmenter le plaisir. Voilà. Et franchement, vous tapez cock ring ou anneau pénien, même sur n'importe quel site de vente, vous en avez des centaines ou des centaines devant vous. Ouais, ouais, je vois une demande en love shop aussi. Oui, oui, en fait, Ouais, c'est les anneaux. Il y en a sur des sites médicaux parce qu'ils sont en c'est ça, latex, médical, etc. Mais en réalité, pour le coup, pour ce dispositif-là, on trouve c'est ça ça. aussi sur Alors, les sites. même sur Amazon, on en Bien trouve. sûr, ça, Alors, pour le coup, faut vous juste voyez choisir. ça on dit, Voilà, OK, vous pouvez l'acheter, faites ça juste vous pouvez. attention à l'utiliser correctement. Les médicaments, c'est sur ordonnance. Voilà, exactement. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait si les comprimés marchent pas, si les injections ça fonctionne pas, si vraiment rien ne fonctionne et que on s'est pris en main, on a fait tout ce qu'il faut, on a une prise en charge sexologique, ça se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, il reste un traitement qu'on peut proposer après tout ça, c'est un traitement chirurgical. C'est la prothèse pénienne, qui est pour le coup, une prothèse qui va remplacer les corps érectiles qui ne fonctionnent plus du tout. Et donc, on va remplacer ces deux corps érectiles, donc qui sont les deux cylindres qu'on a à l'intérieur du pénis, par une prothèse avec deux cylindres. Alors, il y en a deux types. Soit il y a des cylindres rigides en permanence qui sont en permanence en place et qui peuvent se modeler, c'est-à-dire s'orienter un petit peu vers le bas ou vers le haut. Soit il y a une prothèse gonflable, donc les cylindres ils vont pouvoir se remplir et se vider d'eau à l'aide d'une pompe qui est cachée entre les deux testicules sous la peau et d'un réservoir sous la peau du ventre qui contient l'eau qui permet de faire fonctionner la prothèse. Et donc ça va mimer une érection quand on a un rapport sexuel et être dégonflé le reste du temps. OK. Moi, je vais enchaîner sur les méthodes où on va dire, allez, non médicamenteuses, Tout à sans fait. médicaments, qui peuvent apporter beaucoup. Pour répondre à une question, même si c'est pas un lieu de consultation médicale, donc on évite, mais est-ce qu'on peut combiner les traitements? Oui, on peut combiner les Oui, tout traitements, à fait. les injections, le vacuum, mais toujours après avis du médecin, pour être sûr que dans votre cas, c'est possible qu'il n'y a pas de problème. Et moi, j'aimerais parler des mesures qu'on peut faire et qui ont toujours un effet positif. Soit ça peut guérir le problème d'érection dans un tiers des cas, soit ça va améliorer l'effet des médicaments, soit ça va éviter que les médicaments perdent de l'effet avec le temps, c'est-à-dire éviter l'aggravation du problème. Donc, même quand on a un problème qui est d'apparence sévère, ça vaut le coup de faire les choses que je vous dis, que je vais vous dire maintenant. Il y a toujours un intérêt. Et vous allez voir, c'est aussi intéressant pour la santé générale. Si vous voulez continuer votre vie sexuelle, on le dit encore une fois, la première chose à faire, c'est pas de soigner le sexe, c'est de soigner votre santé générale. Parce que si vous avez bien soigné votre sexe, mais que vous faites un infarctus ou que vous avez du diabète ou une maladie, voilà, vous allez tout d'un coup vous flipper avec ça. Alors, les méthodes naturelles, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, le fait de faire du sport, etc. Sachez que même le fait de marcher 3 fois 30 minutes de façon active par semaine, ça va déjà donner du résultat. N'allez pas imaginer qu'il faut que vous deveniez hyper sportif, c'est de l'activité physique
Et si vous pouvez faire du renforcement musculaire, on sait que le fait d'avoir une bonne masse musculaire, on ne parle pas de muscler musclore, hein, mais de garder une masse musculaire, c'est quelque chose qui va favoriser la préservation des hormones sexuelles, l'état de forme général, etc. Donc le sport, la bonne alimentation. Et là, il y a toujours des personnes qui disent quels sont les aliments qui peuvent améliorer les érections. Alors je vais vous répondre en 2 étapes. La première, c'est d'abord les aliments qui abîment l'érection. C'est-à-dire, avant d'appuyer sur l'accélérateur, on arrête d'appuyer sur le frein. Trop de sucre, trop de graisse, trop de sel. Vous retenez ces trois éléments-là. On diminue la quantité de sucre, la quantité de graisse, et de graisse animale en particulier, et les graisses qui sont présentes dans les produits industriels. Et on diminue aussi la quantité de sel, parce que ça peut donner de l'hypertension artérielle qui elle-même est liée aux troubles de l'érection. Quels sont les aliments qui peuvent améliorer? Il y en a plusieurs. Je vois passer les pastèques. Oui, je pense qu'on t'a regardé. Voilà. Ça c'est avec aussi des produits comme la L-citrulline, la L-arginine, je vais en parler. Le petit X, c'est que pour avoir une quantité suffisante pour que ça donne un effet érectile, il faudrait manger quand même 2-3 pastèques. Là, vous allez passer la soirée aux toilettes plutôt que... Donc, voilà. Il y a les pistaches qui semblent donner, mais là aussi, il faut manger une telle quantité qu'on se retrouve avec des problèmes de triglycérides et des problèmes digestifs qu'autre chose. Il y a le jus d'oignon frais. Il y a plusieurs études qui ont montré que boire du jus d'oignon frais augmente la spermatogénèse, la testostérone et la libido. Bon, chez les animaux, ça a été testé chez les animaux. Quand on donnait aux rats, ils se mettaient à copuler de façon plus rapprochée. Là, le problème, c'est que si vous devez boire 1 litre de jus d'oignon frais 1 heure avant les rapports, pas sûr que ça se passera bien, ni pour vous, ni pour la personne qui vous Votre partenaire. Voilà. C'est pour ça que si je rigole avec ça, en fait, on peut varier ces aliments, mais faites attention quand vous entendez dire « Ah, ça améliore, c'est souvent des grosses quantités. L'idéal, c'est d'avoir une alimentation qui n'abîme pas la circulation de sang, donc une alimentation saine. Dans les compléments alimentaires, les quelques-uns qui ont apporté un début de preuve, il y a la L-citrulline, la L-arginine, le Tribulus terrestris, mais attention quand on regarde ces études, les études disent oui, ça améliore l'érection, mais très peu d'hommes disent mon érection est redevenue normale sous traitement, c'est-à-dire il y a une amélioration et pas une normalisation de l'érection, contrairement aux médicaments de l'érection où là les hommes disent l'érection est redevenue normale ou en tout cas satisfaisante. Donc finalement ces compléments alimentaires, on peut les utiliser. Moi je conseille dans des situations comme un problème d'érection vraiment très léger. La personne dit ok, je sais pourquoi j'ai ça, il faut que je me reprenne en main, j'ai traversé une période difficile ou ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, je mange n'importe quoi, il faut que je me occupe de moi, mais mon érection est légèrement diminuée. Dans ces cas-là, en attendant de reprendre soin et que l'érection est juste légèrement diminuée, oui, ça peut aider. Ou chez quelqu'un qui a déjà pris les médicaments de l'érection, qui dit ça marche, mais ça manque un tout petit peu d'effet. Il y a des études qui montrent que le fait de rajouter à ce moment-là de l'arginine ou de la citrulline peut augmenter un peu l'effet des médicaments. Mais pour moi, ce n'est pas une opposition avec les vrais médicaments de l'érection, parce que ce n'est pas du tout sur les mêmes indications, sur les mêmes terrains. Par contre, je peux vous dire qu'une alimentation vraiment équilibrée, qu'on appelle aussi alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire qui est variée en quantité, en type de fruits, de légumes, il y a du thé vert dedans, il y a des fruits rouges, les légumes verts, etc., avec des bonnes graisses, ce qu'il y a dans les noix, les avocats. Ça va permettre au corps de fabriquer de la testostérone. Peu de personnes savent que la testostérone est fabriquée à partir du cholestérol, mais le bon cholestérol, celui qu'on a mangé par ces aliments graisseux. Autre chose qui marche très très bien pour améliorer aussi le fonctionnement sexuel, c'est le sommeil. D'améliorer le sommeil, c'est indispensable. Prenez n'importe quelle personne qui n'a pas dormi correctement pendant 3-4 jours et il n'y a plus rien qui fonctionne dans le corps. Une astuce simple pour réguler votre sommeil, si vous pensez qu'il le faut, tous les matins vous vous réveillez à la même heure, quel que soit le jour, repos, pas repos, week-end, vacances, pendant 2, 3, 4, 5 semaines, et le soir vous allez vous coucher, non pas quand vous vous sentez fatigué, mais quand vous sentez les signes du sommeil. Les signes du sommeil, c'est des petits frissons,
les yeux qui plafonnent, tu sais, on n'arrive plus à tenir les paupières ou j'arrive plus à me concentrer, je baille. Ça, c'est des signaux de sommeil. Et si on fait ça, on va se coucher quand on sent les signaux du sommeil et on se réveille à peu près à la même heure, le sommeil va se réguler. Et je ne peux pas ne pas terminer par apprendre à gérer le stress et prendre conscience Ouais. que notre rythme de vie, on va dire moderne ou actuel, est un rythme de vie qui malheureusement est peu adapté à la vie sexuelle. On court toute la journée, on s'occupe de plein de choses, des fois on travaille de nuit, on a plein de trucs à régler à la maison. Prenez un petit sas de décompression. C'est très difficile d'être crevé, fatigué, contrarié et de passer tout de suite à la sexualité, parenthèse, sauf chez les personnes qui utilisent le sexe pour se détendre. Là, ça marche très bien. Là, ça marche bien. Et tout à l'heure, on a parlé de l'anxiété. C'est vrai qu'on dit toujours que l'anxiété casse la sexualité parce que ça vient rajouter son adrénaline, on a la tête occupée, on n'est pas bien. Il y a des personnes, à l'inverse, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'anxiété va augmenter la sexualité parce que pour eux, ça devient leur anti-stress en fait. Mais dans ces cas-là, on le ressent, c'est comme un besoin, voilà. Donc, apprendre à gérer le stress, prendre du temps pour soi, prendre du temps à deux dans le couple. Je vois encore beaucoup de couples qui passent très peu de temps vraiment à deux, ou alors le peu de temps qu'ils passent à deux, c'est pour parler des courses, pour parler des problèmes des enfants, pour parler des factures. Ce temps qu'on retrouve à deux, on néglige son importance. Je vais vous donner les résultats d'une étude qui date de là, il y a quelques jours. C'est une étude qui a montré comment le corps réagit face à des traumatismes, en particulier des blessures. On a blessé volontairement en fait des personnes, des petites blessures, et on a comparé ceux qui avaient un contact affectif, qui se prenaient dans les bras, qui passaient des bons moments à deux, qui avaient des relations sexuelles, mais qui avaient vraiment un contact intime affectif, et ceux qui ne l'avaient pas. Ceux qui avaient des contacts affectifs intimes guérissaient mieux et plus vite. Ça veut dire que nos artères fonctionneraient mieux, ça veut dire que notre sexualité fonctionne mieux. Donc voilà, si c'est un conseil autre que médical à donner, ça serait préserver le temps de qualité seul. On a besoin de petits temps seul pour se retrouver, pour faire baisser un peu la pression, et du temps de qualité à deux, parce que c'est pas évident de switcher de t'as rangé la chaussette, oui. Est-ce que pour demain tout est prêt? Oui, bah tiens, on fait l'amour. Attends. 5 minutes, on va pas switcher comme ça d'un coup. Donc voilà, essayez de préserver tous ces moments-là, en plus évidemment de tout ce qu'on a dit sur le plan médical. Une question pour, comme le temps s'approche. Juste une petite question passée parce que je pense qu'il y a des gens qui nous suivent aussi. On me demande et les injections de PRP et les autres traitements. Alors, j'ai pas parlé des traitements qui n'étaient pas encore validés ou dont les données étaient suffisantes. Les injections de PRP, les injections de Botox, tout ça, c'est des choses qui sont à l'étude et qui, pour le moment, ne font pas partie des traitements qu'on peut recommander ou valider parce qu'on n'a pas assez de données là-dessus. Voilà, petite aparté parce que j'ai vu la question passer effectivement. Et c'est toujours pas validé, effectivement. Il n'y a aucune recommandation, ni européenne, américaine, française, qui les a inclus, effectivement. Exactement. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais en conseillant en fait de voir ce qui se passe quand vous partez en vacances. En général, quand on part en vacances, on se rend compte qu'en fait, les problèmes sexuels qu'on a disparaissent ou en tout cas sont moins importants. Parce qu'en vacances, on n'est pas stressé ou moins, on est moins fatigué, on est plus souvent à deux, donc on arrive à trouver plus de temps à deux de qualité. Et au final, en vacances, on se rend compte que finalement, les troubles de l'érection qui nous paraissent importants au quotidien, en vacances, en fait, ils disparaissent ou ils sont moins importants. Voilà. Et ça, c'est un bon indicateur justement de tout ce que tu viens de dire. Viens, on va faire des ordonnances de mois de vacances. Exactement, tout à fait. Si je pouvais, je le ferais pour moi d'abord. De la pastèque et des vacances, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà. Écoute, comme le temps avance, j'aimerais te poser la question, on va terminer avec, dans quel cas tu conseilles d'aller voir un urologue? Après, moi, je dirais dans quel cas je conseillerais d'aller voir un sexothérapeute. Honnêtement, je pense pas que pour les problèmes sexuels, mais en général, dans quelle situation un homme devrait aller voir un urologue, soit pour
ne serait-ce que de la prévention, un suivi, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais en prévention, par exemple? Euh, sur le plan, pour rester d'abord sur la sexualité, moi je pense que comme les femmes vont voir leur gynécologue quand elles ont leurs premières règles, je pense finalement que les hommes jeunes devraient pouvoir rencontrer un urologue au début de leur vie d'homme, parce qu'en réalité, il y a plein de questions à ce moment-là et les hommes jeunes, ils n'ont pas d'interlocuteur. Et en fait, je pense que l'urologue, s'il se pose des questions, peut être une personne à voir pour poser ces questions sur comment faire des enfants plus tard et pas abîmer ma fertilité, comment préserver ma sexualité, etc. On n'en parle pas assez, mais je pense vraiment que l'urologue, il est là, il n'est pas là uniquement pour les hommes de plus de 50 ans. Et Oui. ça, je trouve ça important de le rappeler. Après, effectivement, nous, on est là dès qu'un homme a des signes d'hypertrophie de prostate, c'est-à-dire dès qu'il commence à avoir du mal à uriner correctement, qu'il doit pousser pour uriner, qu'il va trop souvent faire pipi, qu'il se lève la nuit. Là, effectivement, pareil, nous, on est là pour commencer à faire le bilan de la prostate. Et on est bien sûr là pour dépister le cancer de la prostate chez tous les hommes à partir de 50 ans et vérifier qu'il n'y a pas de prédisposition. Après, c'est vrai que l'urologie, c'est quelque chose de très, très vaste. Et en fait, on traite tous les problèmes en lien avec l'activité sexuelle et avec les urines. Donc, c'est très, très vaste. Et si moi, on vient me voir pour une question qui finalement ne relève pas de l'urologie, je redirige vers le spécialiste concerné. Et si un problème sexuel, finalement, je pense que je vais pas pouvoir le régler moi en tant que spécialiste urologue et andrologue, je vais adresser la personne vers un sexologue qui en a plus l'habitude que moi. Et je pense qu'on est très complémentaires sur cette partie-là et qu'on est très complémentaires aussi des médecins généralistes qui sont en amont de tout ça. Donc, Alors après, Gilbert, de ton côté, tu dirais qu'il faut aller voir le sexologue à quel moment? Je voulais te remercier déjà pour deux choses. La première, c'est que tu as parlé de la prévention chez les hommes jeunes. C'est vrai que les femmes ont l'habitude, ou on leur dit d'aller voir le gynécologue, ou souvent via la contraception, etc., se retrouvent à avoir un suivi gynéco d'une façon ou d'une autre. Les hommes, on n'a pas du tout l'habitude. La première fois que quelqu'un nous examine les testicules, on se demande ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est pas du tout quelque chose d'habituel et pourtant ça a du sens. Et alors en sexologie, je vais faire simple. Il y a plein de critères. On dit si ça fait plus de 3 mois, 6 mois que vous avez tel problème, etc. Je vais faire quelque chose de très simple. Pensez à votre vie sexuelle ces 3 derniers mois. Si vous ressentez rien de spécial, voire quelque chose de positif, c'est qu'a priori, il n'y a pas de problème. Par contre, si en pensant à votre vie sexuelle, vous vous dites, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, il y a un truc qui me perturbe ou négatif ou ça me stresse, etc., ben, ça veut dire que vous avez le droit d'aller voir un sexologue, ne serait-ce que pour poser la question, comment ça se fait que quand je pense à ma vie sexuelle, je ne me sens pas épanoui? Parce que la sexualité doit être quelque chose d'épanouissant. C'est pas une activité qu'on fait comme le reste. On peut aller travailler en faisant la tête. On peut aller à un restaurant, on peut aller à un restaurant tout en étant mal intérieurement et sourire à tout le monde et dire oui, 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 ça va. On peut aller à des réunions de famille, faire des balades. On peut faire du sport à l'énergie en se forçant. La sexualité nécessite qu'on soit vraiment bien physiquement et mentalement pour que ça se passe bien. Donc, vous vous posez la question, vous avez une interrogation, vous dites tiens, c'est vrai, quand je pense à ma vie sexuelle, bah, rien de spécial, ni positif ni négatif, ou oh, bah, plutôt positif, très bien, c'est que tout va bien pour vous. Et si vous avez le moindre doute, vous consultez. Et comme tu disais tout à l'heure, la pire des choses qui va arriver, c'est que la personne, le médecin que vous consultez ou le thérapeute vous dira bon, bah, c'est pas de mon ressort, mais je vais vous orienter. Mais au moins, vous ne serez pas seul face à cette problématique. Exactement. On est arrivé au bout. Oui, il y avait juste une dernière question, Gilbert, que j'ai à te poser. Imaginons que mon partenaire
a un problème d'érection et que moi, j'arrive pas à en parler avec lui, qu'on n'arrive pas à échanger là-dessus, enfin, Ou lui, il n'en parle on pas. n'arrive pas, voilà. Ouais. Comment faire pour lui dire d'aller consulter et voilà, pour C'est faire en sorte délicat. que, voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Tu sais qu'il y a des femmes qui viennent consulter les médecins sexologues en disant je viens parce que mon homme a des troubles d'érection, mais lui il Oui, refuse de venir. Donc et d'ailleurs beaucoup de femmes sont à l'initiative de la consultation de médecine sexuelle, d'urologie, andrologie de leur homme. C'est elles qui initient les choses. Tiens, pour plaisanter un tout petit peu, est-ce que tu sais quelle est la pire phrase que les hommes, en tout cas celle qu'ils ont le moins envie d'entendre quand il y a un problème d'érection qui arrive de la part de leur partenaire? C'est de dire, c'est pas grave. oui. C'est le truc qui met hors de soi. Mais si. Alors, Mais je ce pense que je qu'on vous fait pire que mieux. mais oui, mais c'est de bonne intention et ça s'entend. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est quand le problème arrive, regardez d'abord la réaction de votre homme, s'il est renfermé sur lui-même, s'il n'est pas bien, s'il est sur le coup, à chaud, pas en état de parler. C'est pas grave si à ce moment-là, vous restez juste l'un à côté de l'autre et que vous êtes présent et rien de spécial. Et en parler à froid. Par contre, si vous êtes un couple qui a l'habitude de parler quand des problèmes arrivent, on peut en parler à chaud. Donc ça, c'est déjà, est-ce qu'on parle à chaud ou à froid? Deuxièmement, comment on le dit? On ne dit pas, mais t'as vu, ça va pas, faut que tu fasses quelque chose pour ça. Non, mais ça fait 6 mois, mais c'est bon. Dès qu'on fait des reproches à quelqu'un, que ce soit femme ou homme, on le vit comme une agression et on le vit comme une pression supplémentaire, alors qu'on est déjà en train de se mettre la pression. Une des choses que je trouve qui passe très bien, c'est d'en parler, ça va peut-être vous surprendre, mais d'en parler comme si vous parliez de il faut faire les courses et qu'est-ce qu'on mange ce soir. On passe notre vie dans une relation de couple de parler de plein de petites choses qui ne vont pas. Ah, mais t'as encore oublié de sortir les poubelles. Ah, ben, c'est bon, je vais le noter, je vais m'en occuper. Et on le fait, il n'y a pas de problème. Donc déjà, mettez-vous un peu dans cet état d'esprit. Et ensuite, quand vous le dites, une des choses, je trouve, qui marche le mieux, c'est de dire à la personne, je vois que tu n'es pas bien. Je vois que ça te pose problème. Ça fait quelques mois. Si tu as essayé des choses de toi-même et que ça ne va pas, moi, j'ai pas envie de te voir dans cet état-là. J'ai envie de profiter encore plus de nous. Ça, c'est rare qu'un homme le prenne mal. De lui dire, je vois que ça va pas, j'ai envie de profiter de nous. Je vais aller plus loin. L'homme reste bloqué. L'homme reste buté en disant non, je veux pas consulter. Souvent, c'est par honte ou par le truc, tu sais, masculin de moi, je suis un homme, je vais y arriver tout seul. Je suis un mec, moi. Pour moi, un homme, un vrai, ça, je vous fais une petite parenthèse, c'est pas un homme qui n'a pas de problème. C'est un homme qui sait ce qu'il faut faire quand il y a un problème. Et qui sait quand est-ce qu'il faut demander de l'aide et quand est-ce qu'il va se débrouiller. Moi, je ne suis pas électricien. Si j'ai un problème électrique chez moi, par fierté masculine, je ne vais pas foutre le feu à ma maison parce que non, c'est moi. Non. Ben, j'ai demandé à un électricien de m'aider. Et là, c'est la même chose C'est un bon sur les exemple. problèmes, voilà, sur les problèmes sexuels. Et même si, donc, d'amener les sujets, pardon, de façon positive, c'est pour qu'on profite encore plus. J'ai envie qu'on passe encore du temps. Je trouve que tu n'es pas bien par rapport à ça. Si moi je n'étais pas bien, tu me laisserais dans cet état? Non, tu me le dirais. Donc là, je te le dis. Si tu veux que je vienne avec toi à la consultation, je viens. Si tu préfères y aller seul, tu vas seul. Là aussi, il n'y a aucune règle pour ça. Et si l'homme reste buté, entre guillemets, on peut revenir sur ce sujet un peu plus tard en lui demandant, tu en es où par rapport à ça? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Est-ce que dans ton esprit, tu attends quelque chose, etc. On peut en reparler. Le truc à éviter, c'est le côté reproche, parce que malheureusement, les personnes qui mettent du temps à aller consulter, s'ils mettent du temps à aller consulter, c'est qu'ils ne sont pas très bien avec ça, et non pas qu'ils se sont arrangés avec ça. Merci Gilbert pour ta réponse, c'est très clair. Bon, Merci à toi. On a je déjà pense, parlé 1 heure. oui, j'ai l'impression que on a déjà parlé beaucoup du sujet. Alors c'est un sujet très très vaste, on pourrait encore en parler des heures et Interminable. des heures.
Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Euh, Merci encore de l'invitation, en tout cas. Ça m'a fait très plaisir de faire Eh ça. ben, merci beaucoup, Gilbert, de ta participation. Je voulais rappeler qu'il va y avoir encore y avoir 2 lives ce mois-ci sur la santé masculine, jeudi prochain sur l'urologie de façon plus générale et le jeudi d'après sur la fertilité. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. On sera Jeudi ravis. prochain, c'est jeudi prochain que ça sera une discussion entre un neurologue et un patient, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc on aura les deux points de vue. Exactement. Parfait. Merci encore. Bonne soirée à tout le Encore monde. merci. Bonne soirée à Au tous. revoir.